La main tremblante agrippa son poignet avec une force qui semblait impossible pour quelqu'un d'aussi fragile. Les doigts froids, marqués par des veines saillantes, serrèrent sa peau tandis que les yeux blancs, complètement dépourvus de vision, se tournaient vers lui. La bouche de la femme s'ouvrit lentement, et un seul mot sortit dans un souffle rauque qui fendit l'air comme une lame tranchante. « Léo !» Son cœur s'arrêta. Personne ne l'appelait ainsi depuis l'enfance. Personne, sauf une personne qu'il était sûr être morte depuis 3 décennies. Cette matinée avait commencé comme tant d'autres au cours des 10 dernières années de sa vie. Se réveiller à 5 heures du matin, passer en revue des rapports financiers en buvant un café amer, signer des documents qui déplaçaient des millions de dollars avant même que le soleil ne se lève complètement. À 42 ans, il avait construit un empire qui avait commencé avec une petite entreprise de technologie et s'était transformé en un conglomérat présent dans 12 pays. Son nom était synonyme de succès. Les magazines économiques affichaient sa photo en couverture. Les universités l'invitaient à des conférences. Les jeunes entrepreneurs étudiaient chacun de ses mouvements comme un manuel sacré. Mais le succès avait un goût amer qu'il n'avait jamais pu avaler complètement. Peu importait le nombre de zéros sur ses comptes en banque ou combien d'entreprises il acquérait. Il existait un vide en lui qu'aucune acquisition ne pouvait remplir. Un trou noir qui aspirait toute tentative de bonheur véritable. La visite à la maison de retraite ne figurait pas à son agenda initial. Son assistante avait suggéré le don dans le cadre de la stratégie d'image de l'entreprise. 200 000 $ pour rénover les installations d'un lieu oublié dans les banlieues de la ville. Photographie pour la presse, poignée de main avec le directeur, discours préparé sur la responsabilité sociale. Entrer, sourire, sortir. Aussi simple que ça. Mais lorsqu'il franchit ses portes en verre taché, quelque chose changea. L'odeur de désinfectant mélangé à quelque chose d'indéfinissable que toutes les maisons de retraite semblent partager envahit ses narines. Les couloirs blancs s'étendaient dans les 2 directions, ponctués de portes entr'ouvertes révélant des vies réduites à de minuscules chambres. Le son d'une télévision lointaine résonnait sur les murs. Quelqu'un toussait à plusieurs reprises, quelque part qu'il ne parvenait pas à localiser. Le directeur, un homme petit aux lunettes épaisses et au sourire nerveux, le guidait à travers le tour obligatoire. Il parlait de chiffres, de statistiques, de besoins. Combien de résidents, combien d'employés, combien coûtait chaque lit par mois. Des mots qui entraient par une oreille et sortaient par l'autre tandis qu'il hochait poliment la tête, calculant mentalement combien de temps il lui faudrait encore rester avant de pouvoir partir. C'est alors qu'il la vit. Assise seule dans un fauteuil roulant près d'une fenêtre sale, si immobile qu'un instant il crut qu'elle n'était qu'un meuble abandonné dans le couloir. La faible lumière de l'après-midi créait des ombres sur son visage ridé. Ses mains reposaient sur ses genoux, pâles comme du vieux papier. Les cheveux gris, fins et mal coupés, tombaient en désordre sur ses épaules voûtées. Elle portait une robe de chambre bleue délavée qui avait connu des jours meilleurs, et des chaussons usés recouvraient ses pieds gonflés. Mais ce furent ses yeux qui le firent s'arrêter. Blanc. Complètement blanc. Sans pupille, sans iris, juste une surface laiteuse qui regardait le vide. Une cécité totale qui transformait son visage en un masque vide d'expression. Elle ne bougea pas lorsque le groupe passa près d'elle. Ne tourna pas la tête. Ne montra aucun signe de savoir qu'il y avait des gens autour. Il ne sait pas expliquer pourquoi il s'arrêta. Il ne sait pas pourquoi ses pieds refusèrent simplement de continuer à suivre le directeur. Quelque chose en lui tira, comme un fil invisible reliant sa poitrine à la sienne. Une sensation étrange, presque douloureuse, de reconnaissance qui n'avait aucun sens. Qui est-elle? Les mots sortirent de sa bouche avant qu'il puisse réfléchir. Le directeur regarda derrière lui, confus, puis suivit son regard jusqu'à la femme dans le fauteuil roulant. Ah, c'est la dame de la chambre 17. Elle est avec nous depuis très longtemps. Plus de 25 ans, si je ne me trompe pas Catriste. Pas de famille, aucune visite. Aveugle depuis son arrivée ici. Elle parle à peine. Elle passe ses journées ainsi, juste assise. Quel est son nom? Le directeur sortit une tablette de sa poche, fit glisser son doigt sur l'écran plusieurs fois. Voyons, ici. Patiente admise en 1997. Nom dans les registres seulement, un numéro d'identification. Pas de documents appropriés. Probablement amené par les services sociaux et personne n'est jamais revenu pour la réclamer. Pas de nom. Pas de famille. Pas de passé. Comme si elle était simplement apparue de nulle part et avait été oubliée ici, pourrissant lentement pendant que le monde continuait de tourner dehors. Il s'approcha. Il ne sait pas pourquoi. Ses chaussures firent un léger bruit sur le linoléum usé du sol. 3 pas. 4. 5. Jusqu'à se tenir juste devant elle, regardant ce visage qui semblait sculpté par la douleur et le temps. « Excusez-moi, dit-il doucement,
se sentant ridicule de parler à quelqu'un qui ne l'entendrait probablement pas. Rien. Elle resta immobile, les yeux blancs fixés sur un point lointain qu'elle seule ne voyait pas. Il était sur le point de se retourner, de revenir autour et d'oublier ce moment étrange, lorsqu'il décida de faire une dernière chose. Sans trop réfléchir, sans rationaliser, il tendit la main et toucha doucement son épaule. C'est alors que cela se produisit. Tout son corps se raidit. La tête se tourna vers lui avec une vitesse effrayante pour quelqu'un d'aussi affaibli. La main se leva, tremblante mais déterminée, et saisit son poignet avec force. Les doigts froids s'enfoncèrent dans sa peau. Et puis elle parla, ce seul mot qui fit arrêter le monde entier de tourner. « Léo !» Il se figea. Le sang sembla se transformer en glace dans ses veines. Cette voix, rauque, brisée par le temps et l'inutilisation, mais pourtant il y avait quelque chose en elle. Quelque chose de familier. Quelque chose qui toucha une partie de lui enterrée depuis si longtemps qu'il avait oublié qu'elle existait. « Comment connais-tu ce nom » murmura-t-il, la voix étranglée. Ses lèvres tremblèrent. Une larme solitaire coula de son œil blanc, laissant une trace humide sur sa joue ridée. La main serra plus fort, comme si elle s'accrochait à lui de peur qu'il disparaisse. « Mon garçon !» Les mots sortirent brisés, chaque syllabe un effort visible. « Mon Léo !» Le directeur s'approcha, inquiet. « Monsieur, elle a parfois des épisodes de confusion. Démence, probablement. Cela ne signifie rien. Mais cela signifiait quelque chose. Il savait que cela signifiait quelque chose. Parce que cette voix, même détruite par le temps, résonnait dans sa mémoire. Parce que ce toucher, même faible et tremblant, réveillait des sensations qu'il pensait avoir perdues pour toujours. Parce que lorsqu'elle prononça ce nom, il n'entendit pas la vieille femme brisée devant lui. Il entendit une autre voix, plus jeune, plus forte, chantant une berceuse lors d'une nuit lointaine. Sa mère était morte il y a 30 ans. Il avait 12 ans lorsque cela arriva. Accident de voiture, disait-on. Corps si détruit que le cercueil resta fermé lors des funérailles. Il se souvenait être debout à côté de sa tante, vêtu d'un costume noir trop grand pour lui, regardant cette boîte en bois, essayant de comprendre comment la personne la plus importante de sa vie pouvait simplement ne plus exister. La tante l'éleva après cela. Elle prit en charge les affaires de la famille, géra l'héritage, devint sa gardienne. Elle n'était pas affectueuse, mais c'était tout ce qu'il avait. Et pendant 30 ans, il crut à l'histoire qu'on lui avait racontée. Il crut que sa mère était morte. Il crut être seul au monde. Mais maintenant, en regardant ses yeux blancs pleins de larmes, en sentant ses doigts agrippés à son poignet, en entendant ce nom qu'elle seule utilisait, une question terrible commença à se former dans son esprit. Et si tout cela était un mensonge? Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer le prochain chapitre. Il passa la nuit entière éveillé, assis sur la terrasse de son Penthouse d'une valeur de 8 millions de dollars, regardant les lumières de la ville sans vraiment les voir. Le verre de whisky dans sa main était intact. Son esprit tournait en cercle sans fin, essayant d'assembler les pièces d'un puzzle qui n'avait aucun sens. Cette femme dans la maison de retraite ne pouvait pas être sa mère. Sa mère était morte. Enterrée il y a 30 ans. Il était allé aux funérailles. Il avait vu le cercueil. Il avait jeté de la terre dessus pendant que des larmes coulaient sur son visage de garçon de 12 ans. Il avait vécu 3 décennies avec la certitude absolue qu'elle était partie pour toujours. Mais cette voix, ce nom, ce toucher. Quand le soleil commença à se lever, il avait déjà pris une décision. Il prit le téléphone et appela quelqu'un qu'il connaissait depuis des années, un détective privé qui avait déjà travaillé pour lui sur des affaires corporatives délicates. Un homme discret, efficace, qui savait poser des questions sans éveiller les soupçons. « J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelque chose pour moi. Et il faut que ce soit complètement confidentiel. » 3 jours plus tard, ils se retrouvèrent dans un café discret loin du centre-ville. Le détective arriva avec une mallette en cuir usé, le visage grave de celui qui apporte des nouvelles que personne ne veut entendre. Il posa la mallette sur la table entre eux, mais ne l'ouvrit pas immédiatement. « Avant de vous montrer ceci, êtes-vous sûr de vouloir savoir ? Parce que certaines choses, une fois découvertes, n'ont pas de retour possible. » « Montrez. » Le détective soupira et ouvrit la mallette. Des documents s'étalèrent sur la table. Certificats, anciens dossiers hospitaliers, rapports de police jaunis par le temps. Il désigna le premier. L'accident a bien eu lieu. 1994, autoroute inter-État, 3 heures du matin. La voiture a fait 4 tonneaux. Le conducteur est mort sur le coup. Mais la passagère a survécu. Le monde sembla se pencher sur le côté. Elle a survécu. Traumatisme crânien sévère. 3 semaines de coma. Quand elle s'est réveillée, elle avait perdu la vue et une grande partie de la mémoire.
Les médecins disaient qu'elle ne se remettrait probablement jamais complètement. Mais elle était vivante. Alors pourquoi m'a-t-on dit qu'elle était morte? Pourquoi y a-t-il eu des funérailles? Le détective tourna quelques pages, révélant d'autres documents. Là, ça devient intéressant. C'est votre tante qui a identifié le corps à la morgue. C'est elle qui a signé les papiers de remise. C'est elle qui a organisé les funérailles. Et regardez ça. Il poussa un certificat de décès sur la table. La signature du médecin légiste a été falsifiée. Je l'ai comparée à d'autres documents de lui de la même période. Ça ne correspond pas. Ses mains tremblaient en tenant le papier. Elle a fait passer sa sœur pour morte. Ça empire. 2 mois après l'accident, votre tante a transféré tous les biens de votre mère à son propre nom. La maison, les comptes bancaires, les actions de l'entreprise familiale. Tout. Elle a utilisé une procuration qu'elle prétendait que votre mère avait signée avant l'accident. Sauf que j'ai pu parler à l'avocate qui aurait dû témoigner cette procuration. Elle est maintenant à la retraite, vit dans un autre état. Elle a dit qu'elle n'avait jamais vu ce document de sa vie. Que la signature de votre mère avait aussi été falsifiée. La colère monta en lui comme de la bile dans la gorge. Combien? Combien a-t-elle volé? À l'époque, environ 3 millions d'actifs au total. Mais la valeur réelle n'est même pas là. C'est ce que cet argent a généré en 30 ans. Votre tante a utilisé une partie de cet héritage pour faire des investissements, acheter des propriétés. Elle a vécu confortablement. Pendant ce temps, votre mère. Le détective fit une pause. Elle a été internée dans la maison de retraite 1 an après l'accident. Enregistrée comme patiente indigente sans famille. Paiement minime de la sécurité sociale. Pas de visiteurs. Personne pour s'inquiéter d'elle. Elle a simplement été effacée de l'existence. Mais quelqu'un a dû la chercher. Des amis, des connaissances, des collègues. Votre tante a été très prudente. Elle a propagé l'histoire de la mort, montré le faux certificat à qui demandait. Elle a organisé ces belles funérailles où tout le monde est allé. Les gens ont vu le cercueil. Ils ont supposé que le corps y était. Qui aurait remis cela en question? C'était sa sœur. Pourquoi mentirait-elle à ce sujet? Il se leva de la chaise si vite que celle-ci faillit basculer. Il devait bouger. Il devait faire quelque chose de l'énergie furieuse qui brûlait en lui. Je vais la détruire. Attendez. Le détective posa un autre document sur la table. Il y a quelque chose que vous devez voir avant de faire quoi que ce soit. C'était une lettre. Le papier était jauni, l'encre un peu effacée, mais les mots restaient lisibles. L'écriture tremblante, clairement rédigée par quelqu'un en difficulté. Je l'ai trouvée classée dans les anciens dossiers de la maison de retraite. Elle a été écrite par votre mère environ 6 mois après son admission, avant qu'elle ne perde complètement la capacité d'écrire. Il prit la lettre avec des mains tremblantes et commença à lire. À qui que ce soit qui trouvera cette lettre. Mon nom est... Ma mémoire n'est pas bonne, mais je sais que j'ai un fils. Un garçon. Je l'appelle Léo. Je ne sais pas où il est. On me dit qu'il va bien, qu'on prend soin de lui, mais on ne me laisse pas le voir. On ne me laisse pas téléphoner. Ma sœur vient me voir parfois. Elle dit qu'elle s'occupe de tout. Mais quelque chose ne va pas. Elle me pose des questions étranges sur des papiers que j'ai signés. Elle dit que je dois lui faire confiance. Mais j'ai peur. J'ai peur qu'elle fasse quelque chose de mal. J'ai peur que mon fils ne sache pas que je suis vivante. S'il vous plaît, si quelqu'un lit ceci, trouvez mon Léo. Dites-lui que je n'ai jamais voulu le quitter. Dites-lui que je l'ai toujours aimé. Dites-lui que, quoi qu'il arrive, il a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Des larmes tombèrent sur le papier avant qu'il ne remarque qu'il pleurait. 30 ans. 30 ans elle avait été vivante, emprisonnée dans cet endroit, aveugle et confuse, tandis qu'il grandissait en croyant être seul. 30 ans il avait vécu un mensonge construit par la personne en qui il avait le plus confiance après la mort de sa mère. Non. Pas morte. Après sa disparition forcée. Où est ma tante maintenant? Sa voix sortit basse, dangereuse. Dans sa demeure à Riverside. La même propriété qui appartenait à votre mère. Elle y habite encore aujourd'hui. Il s'essuya le visage du dos de la main. Rassemblez tout. Chaque document, chaque preuve, chaque élément. Je veux des avocats, je veux des médecins qui puissent évaluer ma mère, je veux chaque détail de cette fraude documentée de façon qu'on ne puisse pas le contester. Et votre tante? Vous allez l'affronter? Pas encore. D'abord, je dois être absolument sûr. J'ai besoin de preuves qui résisteront à n'importe quel tribunal. Parce que quand j'irai la chercher, ce ne sera pas seulement pour la vengeance. Ce sera pour la justice.
Et je ferai en sorte qu'elle paie pour chaque seconde que ma mère a passée dans cet endroit. Il retourna à la maison de retraite cet après-midi-là. Cette fois sans prévenir, sans équipe de presse, sans que le directeur soit au courant. Juste lui, marchant dans les couloirs jusqu'à trouver la chambre 17. Elle était dans le lit, couchée sur le côté, les mains repliées sous le menton comme un enfant. Les yeux blancs ouverts, fixant le mur. Il s'approcha doucement, tira une chaise et s'assit à côté d'elle. « Salut », dit-il doucement. Elle bougea, la tête se tournant vers la voix. Les lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. « Je suis votre fils. Léo. Je ne savais pas que vous étiez ici. Je pensais, on m'a dit que vous étiez morte. Mais je vais réparer ça. Je vais vous sortir d'ici. Je vais découvrir exactement ce qui s'est passé. Et celui ou celle qui vous a fait cela paiera. » Une larme coula sur son visage. La main sortit de sous le menton, cherchant dans l'air jusqu'à trouver la sienne. Les doigts s'entrelacèrent, fragiles mais fermes. Il resta assis là pendant des heures, tenant sa main, faisant des promesses qu'il avait l'intention de tenir. Et tandis que le soleil se couchait de l'autre côté de la fenêtre sale, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 3 décennies. Un but. Pas le but vide de gagner plus d'argent ou de conclure davantage d'affaires. Mais quelque chose de réel, viscéral, qui brûlait dans sa poitrine avec l'intensité de 1000 soleils. Il allait obtenir justice pour sa mère. Peu importait le temps que cela prendrait. Peu importait le coût. Peu importait qu'il faudrait détruire en chemin. La guerre ne faisait que commencer. Les semaines qui suivirent furent une danse prudente de secrets et de stratégie. Il continua sa vie publique normalement, assistant aux réunions du conseil, signant des contrats, dînant dans les mêmes restaurants chers de toujours. Pour tout observateur, ce n'était qu'une période normale dans les affaires d'un milliardaire prospère. Mais sous la surface, une machine implacable se mettait en place. Il engagea 3 cabinets d'avocats différents, chacun travaillant sur des aspects séparés de l'affaire sans connaître l'existence des autres. L'un se concentra sur la fraude documentaire, un autre sur le détournement d'héritage, le troisième sur la négligence et le faux emprisonnement. Il demanda à chaque équipe de construire des dossiers hermétiques, impossibles à contester, avec une documentation si solide qu'aucun juge ne pourrait l'ignorer. Il embaucha des médecins spécialistes pour évaluer sa mère. Des neurologues examinèrent son état mental, des ophtalmologistes documentèrent sa cécité, des psychiatres confirmèrent que, malgré les lésions cérébrales, elle avait encore des moments de lucidité suffisants pour témoigner. Chaque évaluation fut filmée, datée, consignée chez un notaire. L'investigateur continua à creuser, et chaque jour apportait de nouvelles découvertes qui rendaient la trahison encore plus profonde. Des relevés bancaires montraient que sa tante avait détourné des fonds de l'entreprise familiale pendant des années. Des contrats frauduleux. Des propriétés achetées avec de l'argent qui n'était pas le sien. Une traînée de papier qui brossait le portrait d'une femme ayant bâti sa richesse sur la souffrance de sa propre sœur. Mais la découverte la plus dévastatrice survint un mardi pluvieux. L'investigateur se présenta à son bureau sans prévenir, le visage pâle d'une manière qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il posa un enregistrement audio sur la table. « Vous devez écouter ça. J'ai obtenu l'accès aux anciens dossiers de l'hôpital où votre mère a été après l'accident. Ils avaient encore des bandes des réunions avec la famille. Celle-ci date de 2 semaines après l'accident. » Il appuya sur play. La voix de sa tante résonna dans le haut-parleur, plus jeune, mais incontestablement la sienne. Elle parlait avec un médecin. « Alors il n'y a aucune chance de récupération complète ?» demanda la tante. « Elle peut récupérer certaines fonctions avec le temps et une thérapie appropriée, » répondit le médecin. « Mais la vue est probablement perdue de façon permanente et la mémoire restera compromise. Et si elle ne reçoit pas cette thérapie ? » Pause. Pardon, je n'ai pas compris la question. Si on la maintenait dans un environnement simple, sans stimulation, sans traitement spécialisé, que se passerait-il? Eh bien, le cerveau a besoin de stimulation pour se rétablir. Sans cela, elle resterait probablement dans l'état actuel. Peut-être même régresserait-elle. Pourquoi demandez-vous? Juste une curiosité médicale. Et sa mémoire? Se souvient-elle du garçon? Elle demande constamment après lui. C'est en fait la mémoire la plus forte qu'elle a conservée. L'amour maternel semble transcender le traumatisme cérébral. C'est remarquable. Je vois. Et si c'était mieux pour le garçon de ne pas avoir à gérer une mère dans cet état? Si ce serait plus miséricordieux de la laisser quelque part où elle pourrait être soignée sans qu'il ait à porter ce fardeau? Silence prolongé sur l'enregistrement. Quand le médecin parla à nouveau, il y avait de la glace dans sa voix. Je ne suis pas celui qui prend ces décisions. Mais je peux dire que tout enfant mérite de savoir que sa mère est vivante, quel que soit son état. Bien sûr,
bien sûr. Ce n'était qu'une réflexion. L'enregistrement se termina. Il resta assis en silence, les mains serrées en poing si fort que ses ongles labourent les paumes. Elle avait tout planifié. Dès le début, elle avait vu une opportunité et l'avait saisie. Ce n'était pas un acte impulsif. C'était calculé, froid, délibéré. Il y a plus, dit l'investigateur. J'ai parlé à des infirmières qui travaillaient à l'hôpital à l'époque. L'une d'elles se souvient de votre tante rendant visite à votre mère. Elle a dit que c'était étrange parce que votre tante ne restait jamais longtemps, ne montrait aucune émotion. Et une fois elle a entendu votre tante dire quelque chose à votre mère alors qu'elle était sous sédation. Quoi? Que c'était dommage que l'accident n'ait pas réglé tous les problèmes d'un coup. Il dut sortir du bureau. Il descendit au parking souterrain, monta dans sa voiture et hurla. Il hurla jusqu'à ce que sa voix devienne rauque, jusqu'à ce que ses poumons le fassent souffrir, jusqu'à ce que la colère commence à se transformer en quelque chose de plus froid et de dangereux. Détermination. La semaine suivante, il transféra sa mère dans une clinique privée. Un endroit discret, luxueux, avec une équipe médicale d'élite. Il engagea des infirmières privées qui restaient auprès d'elle 24 heures sur 24, des thérapeutes pour stimuler ses fonctions cognitives, des médecins surveillant chaque aspect de sa santé. Pour la première fois en 30 ans, elle eut une chambre ensoleillée avec des fleurs fraîches, des vêtements propres et confortables, de la nourriture de qualité, de la musique douce en fond, et, par-dessus tout, quelqu'un qui se souciait d'elle. Il lui rendait visite tous les jours, parfois 10 minutes entre 2 réunions. D'autres fois, il restait des heures assis à côté d'elle, tenant sa main, parlant de sa vie, de ses affaires, de souvenirs d'enfance qu'il gardait comme des trésors précieux. Et peu à peu, miraculeusement, elle commença à répondre davantage. Il n'y eut pas de changement spectaculaire. Il n'y eut pas de réveil magique où tout se résolvait. Mais de petites choses. Elle commença à sourire en entendant sa voix. Elle serrait sa main en retour quand il arrivait. Elle prononçait des mots par moments, des fragments de phrases montrant que quelque chose en elle se réveillait. Un neurologue expliqua que le cerveau était surprenant, que des années de négligence l'avaient maintenu dans un état dormant, mais qu'avec des soins appropriés, de l'amour et des stimulations, certaines connexions pouvaient se réactiver. Ce ne serait pas une récupération complète. Jamais. Mais c'était quelque chose. C'était de l'espoir. Pendant tout ce temps, il garda le secret absolu. Sa tante ne savait rien. Elle le voyait encore lors de dîners de famille occasionnels, où il souriait, faisait signe et faisait semblant que tout était normal. Elle l'appelait encore pour des conseils d'investissement, et il répondait poliment. Elle croyait toujours que son secret était en sécurité, enterré sous 30 ans de mensonges bien réussis. Elle n'avait aucune idée de la tempête qui allait s'abattre sur elle. L'avocat principal le trouva un samedi. Il lui tendit une pile de documents si épaisse qu'elle peinait à rentrer dans la mallette. C'est prêt. Des poursuites criminelles et civiles. Fraude, falsification de documents, détournement d'héritage, séquestration par procuration, négligence criminelle. Nous avons des témoins, des documents, des enregistrements. Nous avons des médecins prêts à témoigner sur l'état de votre mère et sur la manière dont elle a été délibérément négligée. Nous avons des experts en graphologie qui confirmeront les falsifications. Nous avons des auditeurs qui ont retracé chaque centime qu'elle a volé. Et le facteur temps? Elle va prétendre prescription. Nous avons déjà anticipé cela. La fraude continuée ne se prescrit pas tant que le crime est activement dissimulé. Et le faux emprisonnement de votre mère a continué jusqu'au moment où vous l'avez trouvé, donc l'horloge n'a jamais vraiment commencé à courir. De plus, nous avons la lettre de votre mère comme preuve qu'elle a tenté de dénoncer mais a été ignorée. Cela ouvre d'autres voies légales. Et elle perdra tout. Tout ce qui a été acquis avec des fonds détournés. La maison, les propriétés, les investissements. Elle devra rendre avec intérêt. Et elle passera probablement un temps considérable en prison. Nous parlons de multiples chefs d'accusation pour crimes graves. Il regarda par la fenêtre de son bureau, la ville s'étendant en contrebas. Il pensa à sa mère, enfin dans un lieu sûr après des décennies de souffrance. Il pensa à sa tante, vivant confortablement dans un manoir acheté avec le sang et la trahison. Faites en sorte que ça arrive. Mais je veux être là quand on la confrontera. Je veux voir son visage au moment où elle comprendra que c'est fini. L'avocat acquiesça. On fixe ça pour jeudi. On le fera dans son manoir, en présence d'officiers de justice. Ce sera rapide et définitif. Jeudi. Dans 4 jours, 30 ans de mensonges s'effondreront. Dans 4 jours, la justice sera enfin servie. Il rendit visite à sa mère cette nuit-là. Il s'assit au bord de son lit, tenant sa main comme il le faisait toujours. Ça va bientôt finir,
chuchota Théil. Je vais remettre les choses en ordre. Je vais te rendre justice. Ses doigts serrèrent les siens. Et pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvée, elle prononça une phrase complète, claire et sans équivoque. Mon garçon courageux. Il ferma les yeux, laissant couler les larmes. Oui, il serait courageux. Pour elle. Pour eux deux. Pour toutes ces années volées qu'il ne pourrait jamais récupérer, mais qui pourraient, au moins, être honorées par la vérité. La demeure de Riverside semblait exactement comme dans ses souvenirs d'enfance. Les mêmes jardins impeccables, la même fontaine de marbre à l'entrée, les mêmes hautes fenêtres reflétant le soleil de l'après-midi. Sauf que maintenant, il connaissait la vérité. Cette maison n'appartenait pas à sa tante. Elle n'avait jamais appartenu à sa tante. Elle appartenait à sa mère, volée en même temps que tout le reste. Il arriva à 3 heures de l'après-midi, le jeudi, exactement comme prévu. 3 voitures le suivaient, transportant des avocats, des huissiers et un greffier. Tous habillés formellement, tous portant d'épaisses chemises de documents. Tous avec des expressions graves de gens sur le point d'exécuter quelque chose d'irréversible. Sa tante ouvrit la porte en personne, surprise de voir autant de monde. Elle avait 68 ans maintenant, les cheveux parfaitement arrangés dans une coupe coûteuse, portant un ensemble en lin beige qui coûtait probablement plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un mois. Son visage conservait encore des traits de la beauté qu'elle avait eue dans sa jeunesse, mais il y avait quelque chose de dur dans ses yeux. Quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, mais qu'il voyait maintenant avec une clarté cristalline. De la froideur. Du calcul. La marque de quelqu'un capable d'effacer sa propre sœur de l'existence. Léo, mon chéri, quelle surprise. Tu n'as pas dit que tu viendrais. Et avec autant de monde. Elle sourit, mais il y avait de la confusion dans sa voix. Que se passe-t-il? Pouvons-nous entrer? Il garda sa voix neutre, contrôlée. Bien sûr, bien sûr. Elle se recula, laissant le groupe passer. Ils entrèrent dans le vaste salon, au plafond haut et à la décoration mêlant antiquité et art moderne. Des tableaux chers au mur. Des sculptures sur des socles. Des tapis persans sur le parquet reluisant. Tout acheté avec de l'argent volé. La tante s'assit dans un fauteuil, essayant encore de garder contenance, mais il pouvait voir la tension commencer à apparaître dans ses épaules. Quelqu'un va m'expliquer ce qui se passe. Il resta debout, refusant de s'asseoir. Les avocats se placèrent derrière lui comme un mur solide d'autorité légale. Un des huissiers fit un pas en avant, sortant une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. « Madame, je suis ici pour vous remettre une notification judiciaire. Vous êtes poursuivie au civil et au pénal pour de multiples accusations, notamment fraude, falsification de documents, détournement d'héritage et séquestration par procuration. » La couleur disparut de son visage. « Quoi? C'est ridicule. Léo, qu'est-ce que c'est? Une sorte de plaisanterie? Ma mère est vivante. » Les mots sortirent tranchants, aiguisés comme du verre. Vous le saviez depuis le début. Silence. Pendant un moment, elle le fixa simplement, la bouche légèrement entr'ouverte. Puis quelque chose changea dans son expression. Le masque de confusion tomba, remplacé par quelque chose de plus authentique. La peur. Je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête. Il fit un pas vers elle. C'est fini. Je sais tout. Je sais pour l'accident, pour la façon dont tu as falsifié le certificat de décès, pour comment tu as volé son héritage pendant qu'elle était confuse et vulnérable à l'hôpital. Je sais comment tu l'as placée dans un hospice comme indigente et l'as laissée y pourrir pendant 30 ans. Je sais pour l'enregistrement à l'hôpital où tu as demandé au médecin ce qui se passerait si elle ne recevait pas de traitement approprié. Je sais pour chaque centime que tu as détourné, chaque document que tu as falsifié, chaque mensonge que tu as raconté. Elle se leva brusquement, les mains tremblantes. Tu ne comprends pas. J'ai fait ça pour toi. Tu étais un enfant. Elle était détruite, aveugle, confuse. Elle aurait été un poids pour toi toute ta vie. Je t'ai donné une chance d'avoir une vie normale, de grandir sans ce fardeau. Un fardeau. Sa voix monta pour la première fois. C'était ma mère. La seule personne au monde qui m'aimait inconditionnellement. Et tu me l'as volée. Tu m'as fait croire qu'elle était morte. Tu m'as fait grandir seule, portant cette douleur pendant 30 ans, alors qu'elle était vivante, enfermée dans un endroit horrible, probablement en train de m'appeler, de me chercher, sans comprendre pourquoi je ne venais jamais. Je t'ai élevé. Je t'ai tout donné. Nourriture, vêtements, éducation. Sans moi, tu aurais fini dans un orphelinat. Un des avocats fit un pas en avant, ouvrant un dossier. En fait, madame, les registres montrent que vous avez utilisé l'héritage de sa mère pour payer tout cela. Techniquement, il a été élevé avec son propre argent.
Vous avez simplement administré les fonds tout en commettant une fraude massive. La tante regarda l'avocat, puis de nouveau lui. Quelque chose changea encore sur son visage. Le masque tomba complètement, révélant quelque chose de laid en dessous. De la colère. Du ressentiment. Ta mère a toujours tout eu. La beauté, le charme, l'homme que j'aimais, l'entreprise, la maison. Tout. Et moi? J'étais la sœur oubliable. Celle qui restait toujours en arrière-plan. Quand cet accident est arrivé, quand je l'ai vue dans cet état, j'ai pensé, enfin. Enfin je peux avoir quelque chose qui aurait dû être à moi depuis le début. Donc vous admettez. Un autre avocat enregistrait tout sur un dispositif discret. Vous confessez avoir commis une fraude délibérée et dissimulé une personne vivante. Elle réalisa son erreur trop tard. Sa bouche se referma rapidement, mais les mots étaient déjà sortis. Il n'y avait plus de retour possible. Peu importe ce que tu fais, dit-elle, la voix devenant désespérée. C'était il y a si longtemps. Prescription. Tu ne peux rien prouver. Nous pouvons tout prouver. L'avocat principal posa une pile de documents sur la table basse. Témoins, enregistrements, analyse graphologique, traçabilité financière. Nous avons tout. Et pour la prescription, les crimes continus ne se prescrivent pas tant qu'ils sont activement dissimulés. Vous avez maintenu cette fraude active pendant 3 décennies. L'horloge légale n'a jamais commencé à tourner. Elle se tourna vers lui, les yeux soudain pleins de larmes. Léo, s'il te plaît. Je suis ta famille. Je t'ai élevé. Ça doit vouloir dire quelque chose. Tu n'es pas ma famille. Les mots sortirent froids, définitifs. Tu es la personne qui a détruit ma famille. La personne qui m'a volé 30 ans de ma vie avec ma mère. La personne qui l'a laissé souffrir dans un endroit terrible alors qu'elle aurait pu avoir des soins, du confort, de l'amour. Tu as fait ça non pas pour moi, mais par pure cupidité et jalousie. Et maintenant tu vas payer pour ça. Un huissier s'approcha. Madame, je dois vous demander de me suivre. Il y a un mandat d'arrêt contre vous. Prison. Elle recula, regardant autour d'elle comme un animal acculé. Non, non, attends. On peut régler ça. Léo, on peut négocier. Je rends tout. Chaque centime. Ne m'envoie pas en prison. S'il te plaît. Tu as eu 30 ans pour faire ce qu'il fallait. Il lui tourna le dos. Maintenant, c'est la justice qui décidera de ton sort. Les huissiers l'emmenèrent. Elle cria son nom en étant escortée dehors, suppliant, promettant, menaçant. Mais il ne se retourna pas. Il resta immobile dans cette pièce, entouré d'avocats et de documents, écoutant ses cris s'éteindre jusqu'à disparaître complètement. Quand le silence retomba enfin, il ressentit quelque chose qu'il n'attendait pas. Ce n'était pas de la satisfaction. Ce n'était pas de la joie. C'était juste un étrange vide là où la colère avait été. Combien de temps va-t-elle rester en prison? Demanda-t-il. D'après les accusations et les preuves, probablement entre 15 et 20 ans. Elle ne sortira pas de prison libre. Il hocha lentement la tête. 20 ans. Moins que ce que sa mère avait passé enfermée dans l'hospice, mais quelque chose. Une fraction de justice dans un monde qu'il était rarement. Et la maison? Les biens? Tout sera restitué à votre mère, et par extension, à vous en tant qu'unique héritier. Il faudra quelques mois pour traiter toute la paperasse juridique, mais c'est irréversible. Tout ce qu'elle a construit sur cette fraude sera défait. Il marcha dans la pièce, regardant les tableaux sur les murs, les sculptures, les meubles coûteux. Tout était entaché. Tout construit sur la souffrance. Vendez tout, dit-il. Chaque pièce. Et donnez l'argent à des institutions qui s'occupent des personnes âgées et des personnes handicapées. Je ne veux rien qui porte sa marque. Et le manoir. Il jeta un dernier coup d'œil autour de lui. Transformez-le en centre de rééducation. Pour les personnes ayant des traumatismes cérébraux. Gratuit. Au nom de ma mère. Il quitta cette maison et n'y revint jamais. Il se rendit directement à la clinique où sa mère se trouvait, ayant besoin de la voir, ayant besoin de savoir qu'elle était en sécurité et soignée. Quand il entra dans la chambre, elle était assise près de la fenêtre, le visage tourné vers le soleil. Elle ne pouvait pas voir la lumière, mais elle pouvait sentir la chaleur. Une infirmière lisait pour elle à voix basse. « Salut », dit-il doucement. Elle sourit. Ce sourire qu'il avait vu pour la première fois dans ce couloir d'hospice, mais qui venait maintenant plus facilement, plus naturellement. « Mon Léo ». Il s'agenouilla à côté d'elle, tenant ses mains. « Tout est réglé. Elle ne fera plus de mal à personne. Tu es en sécurité maintenant. Tu es libre. » Elle leva une main tremblante et toucha son visage.
ses doigts retraçant ses traits comme si elle voyait à travers le toucher. « J'ai toujours su que tu viendrais, » murmura-t-elle. « J'ai toujours su. » 6 mois plus tard, il était assis sur le même banc du parc où sa mère l'emmenait lorsqu'il était enfant. La mémoire était revenue progressivement, des fragments qui s'assemblaient comme les pièces d'un puzzle lentement reconstitué. Elle avait parlé de cet endroit lors d'une de ses séances de thérapie, et il avait passé des jours à chercher jusqu'à le retrouver. Le parc avait changé. Les arbres étaient plus grands, l'aire de jeu avait été rénové, mais l'essence restait. Il pouvait presque se voir lui-même, à 7 ans, courant sur l'herbe pendant qu'elle l'observait depuis ce même banc, souriant. Elle était à ses côtés maintenant. Pas dans le fauteuil roulant qui avait été sa prison si longtemps, mais assise directement sur le banc, une canne posée à côté d'elle. Les médecins avaient été surpris par ses progrès. 6 mois de soins appropriés, d'amour constant et de thérapie intensive avaient fait ce que 30 ans de négligence avaient presque détruit. Elle était encore aveugle, encore limitée, mais il y avait de la vie en elle maintenant. Il y avait de la présence. « Tu te souviens de cet endroit ?» demanda-t-il. Elle sourit, son visage s'illuminant d'une manière qui le surprenait toujours. « Tu adorais les balançoires. J'étais terrifié, pensant que tu allais t'envoler hors d'elle. Tu demandais toujours à aller plus haut. Tu me laissais faire. Je t'ai toujours laissé voler, mon amour. Même quand j'avais peur. » Ils restèrent assis dans un silence confortable, écoutant le bruit des enfants jouant au loin, le chant des oiseaux dans les arbres, le vent léger dans les feuilles. Des sons simples dont elle avait été privée pendant si longtemps. Le jugement s'était terminé la semaine précédente. Sa tante avait été condamnée à 18 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle avant d'avoir purgé au moins 12 ans. Les accusations étaient nombreuses, les preuves irréfutables. Elle avait tenté de négocier jusqu'au dernier moment, offrant de tout restituer en échange d'une peine réduite, mais le juge avait été inflexible. Certains crimes étaient trop graves pour être négociés. Il était allé au procès chaque jour, assis dans la galerie, observant. Pas par vengeance, mais pour clore le chapitre. Pour voir le système faire ce qui était juste. Pour voir la justice rendue pour quelqu'un qui n'avait eu aucune voix pendant 3 décennies. Le dernier jour, lorsque la sentence fut lue, sa tante le regarda à travers la salle d'audience. Il n'y avait plus de supplication dans ses yeux. Plus d'excuses. Juste une acceptation vide. Elle avait joué et perdu, et maintenant elle paierait le prix. Il ne ressentit aucune satisfaction à ce moment-là. Aucune joie. Juste une profonde tristesse pour tout ce qui avait été perdu. Pour tout ce qui aurait pu être différent si une personne n'avait pas choisi la cupidité plutôt que l'amour, le pouvoir plutôt que la famille. « Tu penses à elle », dit sa mère, le tirant de ses pensées. « Comment sais-tu ? Tu deviens silencieux d'une manière spécifique quand tu penses à elle. Je peux le sentir. » Il prit sa main, entrelaçant les doigts. Je pensais à combien tout aurait pu être différent. Si elle avait fait le bon choix. Si elle t'avait aidé au lieu de t'abandonner. Nous aurions pu être une famille. Tous ensemble. Mais elle a fait son choix. Et maintenant tu fais le tien. C'est la différence entre vous deux. Quel choix est-ce que je fais ? Elle tourna son visage vers lui, ses yeux blancs qui ne l'effrayaient plus, qu'il voyait désormais simplement comme une partie d'elle, comme la couleur de ses cheveux ou le son de sa voix. Tu choisis de ne pas laisser ce qu'elle a fait définir qui tu es. Tu choisis l'amour plutôt que l'amertume. Tu choisis de construire plutôt que de détruire. Il réfléchit à cela. Ces derniers mois, pendant que le procès se déroulait, il avait fait des changements dans sa vie. Des changements inattendus, mais qui avaient un sens d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Il avait réduit sa charge de travail, délégué davantage de responsabilités, passé moins de temps en réunion de conseil et plus de temps à faire des choses qui comptaient. Il avait créé une fondation au nom de sa mère, axée sur l'aide aux familles séparées par des circonstances indépendantes de leur volonté. Il avait financé des programmes de recherche pour personnes disparues, rénové des maisons de retraite négligées, créé des bourses pour des thérapies de réhabilitation. Il avait commencé à utiliser sa richesse non seulement pour accumuler plus d'argent, mais pour réparer de petits morceaux d'un monde brisé. La docteure Chen a dit que tu progresses bien, dit-il, changeant de sujet pour quelque chose de plus léger. Elle pense que dans quelques mois, tu pourrais être prête à vivre dans un environnement moins clinique. J'aimerais ça. Cette clinique est belle, mais le vrai foyer me manque. J'ai acheté une maison. Les mots sortirent avant qu'il puisse les reconsidérer. Il avait prévu d'attendre, mais soudain cela semblait le moment idéal. Elle n'est pas trop grande. Il y a un jardin à l'arrière, beaucoup de lumière, des chambres au rez-de-chaussée pour que tu n'aies pas à te soucier des escaliers. Il y a une chambre supplémentaire pour une infirmière à temps partiel, juste pour avoir quelqu'un à disposition si nécessaire. Mais surtout, il y a de la place pour nous deux. Si tu veux. Elle sentit ses doigts serrer les siens.
Vivre avec toi. Nous avons perdu 30 ans. Je sais que nous ne pourrons jamais récupérer ce temps. Je sais que je ne peux pas réparer tout ce qui nous a été enlevé. Mais nous pouvons commencer maintenant. Nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Pas pour remplacer ce que nous avons perdu, mais pour honorer ce qui a toujours été là. L'amour entre mère et fils que même 30 ans de séparation n'ont pas pu détruire. Des larmes coulèrent sur son visage, mais cette fois, c'était de bonnes larmes. Elle prit sa main et la pressa contre sa poitrine, sur le cœur. « Je t'ai senti ici tout ce temps », murmura-t-elle. Dans les mauvais jours, quand je ne savais même pas mon propre nom, quand je ne pouvais rien me rappeler, je ressentais encore cela. Un amour si profond que rien ne pouvait l'effacer. Et je savais, même sans comprendre comment, qu'il y avait quelqu'un quelque part qui ressentait la même chose pour moi. Ils restèrent ainsi longtemps, mère et fils, réunis après une séparation qui aurait dû être permanente, mais que le destin, ou la chance, ou simplement une visite fortuite à une maison de retraite, avait annulée. « Puis-je te confier quelque chose ?» dit-elle après un moment. « N'importe quoi. » Ce jour-là, quand tu es venu à la maison de retraite pour la première fois, quand tu as touché mon épaule, je n'ai pas seulement reconnu ta voix. J'ai ressenti quelque chose de plus profond. Une connexion qui allait au-delà de la mémoire ou de la raison. C'était comme si mon âme savait qui tu étais, même si mon esprit était confus. Et à ce moment-là, j'ai compris que tout ce que j'avais traversé, toute la souffrance, en valait la peine. Parce que cela m'a ramené à toi. Il ferma les yeux, laissant ses mots s'infiltrer. Tant de temps perdu. Tant de souffrances inutiles. Mais aussi, d'une manière étrange et compliquée, une seconde chance. Une opportunité de construire quelque chose qui aurait toujours dû exister. J'ai aussi une confession, dit-il. Pendant des années, je courais après le succès parce que je pensais que c'était cela qui donnait un sens à la vie. Argent, pouvoir, reconnaissance. J'ai construit un empire et j'ai pensé que cela me rendrait complet. Mais j'étais toujours vide. Toujours quelque chose qui manquait et que je ne pouvais identifier. Maintenant je sais ce que c'était. C'était toi. C'était cela. Ce moment ici, assis sur ce banc, juste être à nouveau ton fils. Tu as toujours été mon fils. Même quand je ne connaissais pas mon propre nom, même dans les jours les plus sombres, tu as toujours été mon fils. Et tu le seras toujours. Un enfant passa en courant à côté d'eux, riant fort, poursuivi par un chien qui aboyait joyeusement. Sa mère tourna la tête vers le bruit, souriant. « La vie continue, dit-elle doucement. Peu importe ce qu'ils font de nous, peu importe combien ils nous prennent, la vie continue. Et tant qu'il y a de la vie, il y a la chance d'aimer, de se racheter, de recommencer. » Il regarda le parc autour d'eux, les arbres se balançant dans le vent, le soleil qui commençait à descendre à l'horizon, peignant le ciel d'orange et de rose. Il pensa à tout ce qui s'était passé, à tous les rebondissements, à toute la douleur et à la justice et à la guérison. Et il réalisa que sa mère avait raison. La vie continuait. Et eux, contre toute attente, avaient une seconde chance de la vivre ensemble. « Rentrons à la maison, » dit-il, se levant et lui offrant son bras. Elle accepta, se levant avec précaution, s'appuyant sur lui de la même manière qu'il s'était appuyé sur elle lorsqu'il était enfant. « À la maison, » répéta-t-elle, et il y avait tant d'espoir dans ce simple mot que son cœur se serra. Ils marchèrent ensemble dans le parc, mère et fils, laissant derrière eux les ombres du passé et avançant vers un avenir qu'ils construiraient ensemble. Un jour à la fois. Un souvenir à la fois. Un choix d'amour à la fois. Parce qu'au final, il avait appris la leçon la plus importante de toutes. La richesse ne se mesure pas en argent ou en pouvoir. Elle se mesure en moments comme celui-ci. En mains entrelacées. En mots doux. En amour qui survit même aux crimes les plus terribles contre lui. Et cela, il l'avait enfin compris, était la seule richesse qui comptait vraiment. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres histoires célébrant le pouvoir de l'amour et de la justice.